l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Deuil de 3 jours décrété par le gouvernement nigérien. Les drapeaux sont en berne à compter de ce dimanche. En Chine, les manifestants pro-démocrates annoncent leur intention de se retirer des principales artères de Hong Kong. La tension reste toutefois permanente. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Niger est en deuil. Le gouvernement a décidé d'un deuil national de 3 jours qui sera observé dans le pays à compter de ce dimanche. Tous les drapeaux seront mis en berne. Cette décision intervient suite à l'attaque contre les troupes de la MINUSMA ce vendredi dans le nord du Mali. Au total, 9 soldats nigériens avaient été tués. La Tabaski a été célébrée hier dans plusieurs pays et dans d'autres comme le Mali. Par exemple, c'est ce dimanche que la fête a eu lieu. Après la grande prière du matin, les festivités se sont poursuivies en famille. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En Bulgarie, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche pour les législatives. L'ancien Premier ministre est en bonne position. L'opposition, pour sa part, ne démérite pas non plus. Toutefois, on dénonce la corruption et l'incompétence au niveau des autorités gouvernementales. En Chine, les manifestants pro-démocrates ont annoncé qu'ils allaient se retirer des différents sites stratégiques de la ville de Hong Kong. Une décision qui fait suite à l'ultimatum du gouvernement qui les sommait de se disperser pour lundi afin de laisser la vie reprendre son cours normal. Allongés sur des cartons ou à même le sol, ils dorment en attendant la suite. Une sieste pour reprendre des forces avant la nuit. Ici, la plupart des manifestants se disent prêts à poursuivre l'occupation. Je participe au mouvement sans obéir aux ordres de quiconque. J'aime Hong Kong et je ne veux pas abandonner les gens ici. Le gouvernement a pourtant durci le ton. Les manifestants ont jusqu'à lundi pour se disperser et ouvrir les accès aux bâtiments officiels. Un ultimatum qui provoque la confusion, voire la division du mouvement. Si certains plient bagages, d'autres occupent toujours les artères principales et 3 quartiers de la ville. On est tous là de notre propre gré. Si la police vient nettoyer les lieux, on n'a pas d'armes. On ne pourra rien faire à part nous retirer. Mais peut-être qu'ensuite, on continuera à manifester et on reviendra. Les chefs du mouvement ont appelé leurs partisans à quitter le quartier de Mongkok, épicentre des affrontements, pour rejoindre Admiralty, le quartier des ministères. Mais certains militants, notamment les étudiants, résistent malgré les mises en garde de la police. Je déplore les appels à la poursuite de l'occupation dans le quartier de Mongkok. S'il y a des blessés au cours d'affrontements futurs, ce sont les organisateurs du mouvement qui seront tenus pour responsables. Nous sommes déterminés à prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre public. Toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de gaz au poivre. Sur ces images filmées dans la nuit de samedi à dimanche, des policiers n'hésitent pas à asperger les manifestants, parfois de très près et directement dans les yeux. Des méthodes dénoncées par les médias hongkongais et qui creusent un peu plus le fossé entre manifestants et gouvernement. Les djihadistes ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la ville kurde de Kobané. Nous voyons là des images qui nous montrent des tirs d'obus sur cette ville. La nuit dernière, la coalition serait arrivée à ralentir l'avancée des djihadistes, mais ce dimanche, un obus est tombé à proximité de Kobané. Et terrorisme toujours, les djihadistes de l'État islamique maintiennent leur pression. Ils avaient annoncé l'exécution prochaine d'un nouvel otage. Il s'agit de Peter Kassig. Les parents du soldat américain supplient les ravisseurs de le libérer.
Peter Kassig a 26 ans. Il est détenu par l'organisation État islamique en Syrie depuis 1 an. Aujourd'hui, ce groupe menace de l'exécuter. Peter Kassig est un ancien soldat. Au sein des Rangers, il a combattu en Irak en 2007. Ensuite, il a quitté l'armée et s'est reconverti dans l'humanitaire. Le voici filmé en 2012 par une équipe de télévision américaine. À l'époque, Peter Kassig travaille dans un hôpital au Liban. Il aide les réfugiés syriens. La plupart des personnes ici sont désespérées. C'est pourquoi on doit absolument les aider, essayer de faire quelque chose. Pour moi, j'ai l'impression que je n'avais pas le choix. C'était mon devoir de faire ça. Je suis quelqu'un d'idéaliste et je crois dans les causes où il y a encore un peu d'espoir. Malgré les risques, Peter Kassig s'est rendu plusieurs fois en Syrie pour apporter de la nourriture et des médicaments. Le 1er octobre 2013, il a été capturé dans l'est du pays. Durant sa détention, il s'est converti à l'islam. Hier, ses parents, depuis les États-Unis, ont lancé un appel aux ravisseurs pour sa libération. Comme notre fils, nous n'avons aucun pouvoir sur les décisions du gouvernement américain. Nous implorons ces ravisseurs de faire preuve de compassion et de le libérer. Des parents qui espèrent que leur appel sera entendu. Direction le Mexique à présent. Il y a de cela une semaine, près de 43 étudiants avaient été portés disparus et à présent c'est une fosse commune qui vient d'être découverte par les autorités mexicaines et selon les experts, les corps retrouvés pourraient être ceux des étudiants disparus. C'est au bout de ce chemin que le charnier a été découvert, près d'Iguala, dans le sud du Mexique. Les médias ne sont pas autorisés à aller plus loin. Près de la colline, il n'y a plus que des restes humains. La Commission nationale des droits de l'homme a envoyé une équipe qui travaille à examiner comment se passent les fouilles. Nous nous assurons que le travail est fait avec précaution. Il y a des restes, nous ne savons pas dans quel état. Nous avons compté 6 trous. Les autorités enquêtent sur l'identité des cadavres retrouvés. Des tests génétiques sont en cours. Les corps découverts pourraient être ceux de ces étudiants. 43 personnes au total. Ils ont disparu le 26 septembre dernier dans des circonstances étranges. Ils étaient venus pour manifester contre la réforme de l'enseignement et récolter des fonds. Ils ont ensuite volé des bus publics pour rentrer chez eux. C'est alors que la police a tiré sur les bus, faisant 3 morts et 25 blessés. Des témoins affirment qu'ensuite, les policiers ont embarqué les jeunes vers une destination inconnue. Depuis, 22 policiers ont été arrêtés, policiers véreux participant au crime organisé avec le groupe des narcotrafiquants de Guerreros Unidos. La ville est sous haute sécurité, les policiers fouillent chaque véhicule. Un mandat d'arrêt a été lancé contre le maire d'Iguala, José Luis Albarca, lui aussi certainement impliqué dans ces violences. Il reste en tout cas introuvable. L'actualité au Vatican ce dimanche, c'est l'ouverture par le pape François d'un synode consacré à la famille et au mariage. Une réunion des évêques et des archevêques du monde entier qui va se tenir jusqu'au 19 octobre prochain. Au cours de ce synode, il sera question de réfléchir sur des problèmes liés à la morale, notamment l'avortement, le remariage des divorcés, l'homosexualité et les mères célibataires. Et du sport pour refermer cette édition, le Grand Prix Formule 1 du Japon a été disputé ce week-end dans un climat vraiment exécrable. Une forte pluie qui a dû faire surseoir la compétition avant la fin et dans la foulée, le Français Jules Bianchi a été victime d'un grave accident. À gauche, au pied des commissaires de piste, la voiture du Français Jules Bianchi. Sa monoplace vient tout juste de heurter la grue qui tentait d'évacuer la Formule 1 d'Adrian Sutil, ici à droite. Le choc est terrible. Sa voiture est encastrée sous la dépanneuse. Le pilote serait inconscient. Jules Bianchi est actuellement à l'hôpital de Suzuka. La météo était exécrable. La piste trempée. La visibilité réduite. C'est dans ces conditions dantesques que le Grand Prix s'est déroulé. Glissade, sortie de piste, jusqu'à l'accident. Il a été emmené à l'hôpital par ambulance, car l'hélicoptère ne pouvait pas décoller à cause de la météo. Pour l'instant, nous ne pouvons rien dire de plus. Jules Bianchi est l'un des espoirs français du sport automobile.
Après une belle carrière en karting, il continue en Formule 3 avant de rejoindre la Formule 1. D'abord comme pilote d'essai, puis comme pilote officiel. À cette heure, ses parents s'apprêtent à embarquer pour le rejoindre à l'hôpital de Suzuka. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africap Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.